Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Quand on veut devenir scénariste pour le cinéma, il vaut mieux avoir vu quelques films avant. Quand on veut devenir auteur, c'est pas plus mal de lire quelques livres aussi. Et bien pour le podcast, c'est pareil. Dans le train pour aller au travail, en faisant du sport ou en cuisinant, j'écoute plein de podcasts. Sur des questions de société, sur le vin, mais aussi des enquêtes ou des replays des émissions de radio que j'ai pas eu le temps d'écouter dans la journée. Et bien au sujet de la transition climatique, il y a beaucoup d'émissions très qualitatives qui permettent de s'informer sur le climat avec une pluralité plutôt intéressante. Finalement, les podcasts, c'est comme la presse, pour se faire un avis, c'est bien de piocher un peu partout. Mais je dois dire que l'un d'entre eux m'a particulièrement marqué et m'a éclairé sur beaucoup de sujets liés à l'environnement. Vous le connaissez probablement, il s'agit de Chaleur humaine, le podcast de la rédaction du Monde. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage vivement à le faire, mais avant ça, je vous propose d'écouter l'interview de son créateur dans ce nouvel épisode de Comment est votre climat. Bonjour Nabil Wakim. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans la rédaction du journal Le Monde, en plein cœur de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour ce nouvel épisode de Comment est votre climat, le nouveau podcast qui humanise le changement climatique. Donc pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Nabil Wakim, vous êtes journaliste au sein du Monde et aussi le papa de Chaleur humaine. Une sorte de média dans le média, finalement. Vous avez lancé un podcast d'abord et ensuite une infolettre dans laquelle vous répondez aux courriers des lecteurs, mais aussi un livre dans lequel vous avez fait une sélection des différents entretiens que vous avez fait lors du podcast. Et surtout, dans ce podcast, certes, vous avez des experts, une conversation, mais surtout, vous en tirez des solutions à la fin. Et donc, je recommence déjà ce podcast en recommandant le vôtre. Donc, Nabil Wakim, on va parler bien évidemment de votre rôle de journaliste, de l'information, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, puisque vous n'avez pas commencé directement par les sujets climat et environnement. Si je ne dis pas de bêtises, vous étiez journaliste politique avant. Alors comment est-ce que vous en êtes venu au sujet du climat et de l'environnement ? Est-ce que vous avez eu un grand soir du climat ou alors est-ce que c'est une évolution naturelle de carrière ? C'est plutôt une évolution au fond dans ma carrière journalistique. Ça fait 20 ans que je suis journaliste au Monde et j'ai commencé plutôt en travaillant au site internet, à une époque où internet ça n'intéressait pas grand monde. Et puis je suis devenu journaliste politique et quand j'étais journaliste politique, c'est vrai que la question climatique ça m'intéressait un peu mais pas plus qu'une autre question et sans bien comprendre sa dimension systémique. Je me rendais pas compte parce que c'était une question qui concernait tous les pans de nos vies. Et puis je suis devenu chef, rédacteur en chef, je me suis beaucoup occupé de la transformation numérique de la rédaction du Monde. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire des réunions tout le temps avec des gens pas contents. Et donc, je suis voulu redevenir journaliste de terrain. Et c'est là que je suis allé couvrir le sujet de l'énergie, donc au service économie du Monde. Et là, la question climatique m'a frappé de plein fouet parce que je me suis rendu compte que je croyais que ce que j'allais raconter, c'était l'histoire d'une transition en train de se faire, que finalement tout ça avançait dans la bonne direction et il m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'en fait on n'y était pas du tout, qu'on n'était pas du tout sur la bonne trajectoire. Donc ça c'était le premier moment qui pour moi était très révélateur. Et puis ensuite au moment du Covid évidemment ça m'a fait beaucoup réfléchir, me dire comment on peut faire pour traiter cette question-là d'une manière qui est plus transversale, pour faire comprendre aussi qu'elle concerne tous les pans de nos vies. Et puis c'est un peu là que j'ai commencé à réfléchir à cette idée de podcast Chaleur humaine. Une question que je pose à chacun et chacune de mes invités, est-ce que vous êtes éco-anxieux ? Moi, je suis pas très éco-anxieux en général, mais parce que j'ai une chance qui est que je fais un podcast sur le changement climatique. Donc en fait, d'une part, ça me donne l'impression d'agir et souvent face à l'éco-anxiété, en fait, le fait de se prendre un peu en main, de pouvoir agir avec d'autres. En fait, c'est aussi souvent une solution face à l'éco-anxiété. C'est d'ailleurs une des invitées de Chaleur humaine, la pédopsychiatre Lélia Benoît, qui expliquait assez bien ça. Mais aussi parce qu'en fait, moi, je passe mon temps à parler avec des expertes et des experts qui réfléchissent à comment on peut faire. Et en fait, dans énormément de domaines, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc, même si on n'est pas sur la bonne trajectoire, même si en fait, il y a plein de vents contraires pour réussir cette transition climatique, il y a quand même énormément de leviers qui sont possibles d'activer et dont certains sont activés, on ne s'en rend pas toujours compte. Donc voilà, cette bataille, elle est loin d'être perdue. C'est ce qui, moi aussi, me fait tenir et me donne de l'espoir. Alors vous avez dit quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu, c'est le passage à l'action. C'est quelque chose que j'entends souvent, que ce soit dans les entretiens du podcast ou alors dans ma vie, c'est que finalement le meilleur remède contre l'éco-anxiété, c'est l'action. Finalement, tout le monde ne peut pas forcément le faire, forcément il faut travailler soit dans le milieu ou alors déjà s'y intéresser, peut-être percer aussi un peu la bulle pour pouvoir aller dans ce passage à l'action. Est-ce que l'action à elle seule suffit ?
Bien sûr que non, mais en fait, ça tout dépend de ce qu'on entend par action collective. Finalement, il ne s'agit pas de se mettre tout seul dans la rue, tout nu, avec une banderole avec marqué c'est très important le changement climatique. Il y a beaucoup de gens qui agissent de plein de manières différentes. Quand on s'investit dans sa copropriété pour faire une rénovation de l'immeuble, en fait, c'est de l'action collective. Quand on organise une vente de vêtements de seconde main avec l'association de parents d'élèves, c'est de l'action collective. Il y a plein de manières différentes, en fait, d'agir pour faire avancer les choses. Et je crois que l'important, c'est que chacune trouve des endroits dans lesquels on se sent bien, on a envie de faire avec d'autres, on peut en parler, on a l'impression d'avancer. Évidemment, c'est pas ça qui change tout, mais c'est aussi la somme de toutes ces actions collectives qui nous permettront d'aller dans la bonne direction. Et le fait justement de discuter avec toutes ces expertes et ces experts dans le cadre de Chaleur Humaine, est-ce que c'est un remède contre l'éco-anxiété ou alors le fait d'avoir accès à l'information, le fait d'en savoir de plus en plus, vous rend justement un peu plus éco-anxieux? Enfin, finalement, ceux qui sont les plus heureux, c'est ceux qui ne savent pas sur le changement climatique. En fait, ça dépend des jours, pour être honnête. C'est-à-dire, je sais pas, récemment, on a enregistré un épisode, par exemple, sur la montée des eaux. C'est sûr qu'on comprend comment on peut se protéger face à la montée des eaux, mais le fait qu'elle soit inéluctable, je sais pas, par exemple, le fait d'apprendre dedans que le Groenland, c'est un reste d'une ère glaciaire et qu'en fait, s'il fond, il reviendra jamais. En fait, oui, ça, c'est sûr que ça me réveille parfois un peu la nuit. Après, la plupart du temps, quand même, je me rends compte qu'il y a beaucoup de leviers qui sont possibles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on fait pas forcément, mais qui sont pas si compliquées. Je prends un exemple, après avoir fait un épisode sur la consommation de viande avec une chercheuse qui s'appelle Karine Barbier, elle expliquait, elle disait, mais il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit devenir végétarien, il s'agit de dire que collectivement, on doit réduire notre consommation de viande, et pas du jour au lendemain, entre maintenant et 2050. Et donc ça veut dire qu'en fait, plein de gens, peut-être ça les embête de manger moins de viande, ok, mais en fait, ils ne sont pas obligés de devenir végétariens, ils peuvent en manger un peu moins, progressivement, petit à petit. Et ça peut se construire avec les cantines scolaires, avec les cantines d'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que quand on rentre dans le détail des sujets, quand on regarde à la maille un peu plus fine, souvent à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un secteur en particulier, là, il y a plein de solutions et de réponses qui existent et qui peuvent tout à fait être mises en place et qui ne sont pas du tout délirantes. Le plus dur, finalement, si je comprends bien, c'est de rester nuancé dans ce débat. D'un côté, on a un extrême qui nous dit continuez comme avant, il n'y a rien à voir. On a aussi une autre forme d'extrémisme qui nous dit arrêtez tout. Donc, arrêtez de vous déplacer, arrêtez de manger de la viande, etc. C'est forcément tend un peu plus vers la solution que l'autre, évidemment. Mais il y a un juste milieu et c'est très difficile d'avoir un débat nuancé. C'est ce que vous cherchez, finalement, en tant que journaliste, c'est de la nuance? Alors, je sais pas si je suis très fan de la notion de juste milieu, parce qu'en fait, finalement, là, il y a quand même un peu les deux choses dans cette histoire de transition climatique. C'est-à-dire que il faut bien sûr du pragmatisme, parce qu'en fait, on peut pas changer les choses, changer tous nos comportements, notre manière de vivre, les modèles économiques des entreprises, les politiques publiques, tout ça, juste parce qu'on l'a décidé et que c'est comme ça. Mais d'un autre côté, bien sûr qu'il faut une forme de radicalité. C'est pas vrai, ça serait se raconter des histoires que de dire que, en fait, tout ça va pouvoir être transformé juste en amendant des choses à la marge. En fait, c'est très important de repenser notre manière de nous déplacer, notre manière de manger, notre manière de travailler, notre manière d'habiter les villes. Et donc, je crois que oui, c'est ça. Si je devais retenir quelque chose, je dirais qu'il faut à la fois une forme de pragmatisme pour pouvoir mettre en place des choses dès maintenant et ne pas attendre un éventuel grand soir. Mais d'un autre côté, il faut une forme de radicalité dans le bon sens du terme pour dire, oui, en fait, il y a des changements importants qui sont devant nous et donc il faut réfléchir à comment faire pour que ces changements puissent être les meilleurs pour le plus grand nombre d'entre nous. Est-ce que sous le prisme de cette radicalité, du réchauffement climatique, etc., vous concevez la vie comme vous la conceviez il y a 10 ans? Alors, je dirais que ce qui a beaucoup changé ma vision du monde, c'est pas tant d'abord le fait de travailler sur le changement climatique, c'est le fait d'avoir des enfants. Et évidemment, ça a absolument bouleversé ma vie, d'abord avec beaucoup de bonheur, mais aussi avec beaucoup d'inquiétude sur l'avenir et le changement climatique qui rentre dans cette dynamique-là, de dire, en fait, j'ai beaucoup plus conscience, par exemple, pas simplement du changement climatique, mais aussi de l'effondrement de la biodiversité parce que j'ai des enfants. Et parce que je me dis, en fait, pour eux, il faut aussi qu'ils soient en contact avec la nature, qu'ils soient dans des situations dans lesquelles, moi j'ai grandi en ville, j'ai pas du tout grandi à la campagne, j'essaie de faire en sorte que ils puissent profiter d'être souvent dehors, de voir des animaux, de toucher le sol, d'avoir ce contact-là avec le vivant, avec la conscience aussi que l'effondrement du vivant continue et que donc dans les années qui viennent, ça sera peut-être aussi des expériences qui seront plus rares malheureusement. Et donc oui, voilà, je dirais que c'est un peu le mélange des deux, c'est le fait d'avoir eu des enfants et le fait que évidemment ils soient beaucoup plus confrontés à la question du vivant et à la question climatique.
Est-ce que dans ce contexte, vous avez été victime, physiquement ou émotionnellement, l'un ou l'autre, justement, des conséquences du réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs moments dans lesquels vous vous êtes dit, ça, c'est pas tout à fait normal? Alors évidemment, moi j'habite à Paris et dans un étage un peu élevé sous les toits et quand la canicule frappe, il fait très très chaud chez moi et c'est même un peu une blague parfois avec ma compagne puisque des fois je dis oh là là mais il fait quand même super chaud, comment c'est possible qu'il fasse aussi chaud? Et elle me regarde avec des yeux ronds en me disant mais t'es au courant que tu travailles sur le changement climatique? Et donc c'est à la fois un peu en rigolant mais c'est vrai que oui maintenant les périodes de canicule à Paris deviennent très difficiles à vivre et donc ça je le vois très directement mais je le vois aussi sur les territoires que je connais bien, ma belle famille dans le sud de la Corrèze, quand les périodes de sécheresse frappent, l'herbe est jaune, il n'y a pas d'eau, les bêtes peuvent pas manger, enfin voilà, donc on voit bien que qu'on soit en milieu urbain ou rural, en fait, on commence à subir déjà maintenant de manière très claire les effets du réchauffement. Venons-en au cœur du sujet, l'information sur le dérèglement climatique, réchauffement climatique. On a plusieurs sémantiques. D'ailleurs, vous utilisez quel terme? Vous, dérèglement, changement En fait, j'ai posé la question à plein de climatologues et très souvent, ils préfèrent utiliser réchauffement ou changement. Réchauffement parce que c'est ce qui se passe d'un point de vue physique. Changement parce que ça implique aussi que ce changement climatique, il concerne aussi beaucoup d'autres choses que les températures, notamment les événements climatiques extrêmes, la montée des eaux. Voilà, le terme de dérèglement climatique est pas faux, mais Valérie Masson-Delmotte, par exemple, la climatologue, ancienne coprésidente du groupe 1 du GIEC, elle dit « Moi, j'aime pas trop ce mot parce que ça donnerait l'idée qu'auparavant le climat était réglé et qu'aujourd'hui il serait déréglé, et donc voilà, ça me semble pas complètement correct. » Toujours est-il que, en fait, ni changement climatique ni réchauffement climatique sont des mots qui sont bien compris par le plus grand nombre, et donc je pense qu'il y a aussi des questions qu'il faut se poser sur comment expliquer ces phénomènes-là, peut-être aussi avec d'autres mots qui restent peut-être encore à trouver. Vous évoquez Valérie Masson-Delmotte, je vais évoquer l'un de ses éminents collègues, Jean Jouzel, que j'ai eu l'honneur de recevoir dans le premier épisode du podcast. Il me disait que finalement, pour convaincre les non-convaincus, ou alors ceux qui ne savent pas, cette zone grise justement de la population qui se questionne, il était très difficile de lire des rapports du GIEC, c'est extrêmement technique, c'est difficile, et qu'il fallait des courroies de transmission. Vous, en tant que journaliste, êtes-vous la meilleure, ou en tout cas la courroie de transmission la plus adaptée justement pour relayer l'information climatique? Évidemment, notre rôle de journaliste, c'est être une des interfaces entre le grand public et le travail scientifique fourni, qu'il s'agisse de climatologues, qu'il s'agisse de physiciens, qu'il s'agisse d'économistes, de sociologues, d'historiens qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc, Chaleur humaine, c'est un outil parmi d'autres. Chaleur humaine, c'est des épisodes qui durent assez longtemps, qui sont assez exigeants. Donc, je sais bien que c'est pas écouté par tout le monde, c'est écouté par des gens qui ont déjà envie de s'intéresser à ces questions-là. Et donc, évidemment que ça prétend pas s'adresser à des millions et des millions de personnes, ça prétend plutôt fournir à celles et ceux qui sont un peu intéressés par ces questions-là, qui se posent des questions, des arguments, des exemples, des chiffres, des données fiables sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Et d'une certaine manière, pour moi, le succès de Chaleur humaine, c'est quand il y a des enseignants qui m'écrivent pour me dire j'utilise Chaleur humaine dans mes cours, des gens qui travaillent dans le secteur de la formation, qui disent voilà, moi ça je m'en sers pour former des gens, des gens qui me disent je m'en suis servi pour en parler à un repas de famille ou avec des collègues de bureau. Voilà, c'est à ça que ça sert Chaleur humaine. C'est un outil pour alimenter la discussion, pour faire avancer notre réflexion collective sur ces questions-là. Sortir de la bulle. Oui, avec l'objectif évidemment qu'à la fin ça touche le plus grand nombre. Bien sûr. Est-ce que justement, en tant que journaliste, on peut rester factuel et optimiste à la fois quand on voit la complexité et surtout l'aggravation du problème du réchauffement climatique? Est-ce qu'on peut rester dans les faits, expliquer ce qui se passe tout en disant on va quand même trouver des solutions et on va essayer d'aller sur le droit chemin? En fait, c'est deux choses un peu différentes. Rester factuel, c'est notre boulot. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'autre choix que de travailler avec les faits. Et donc, évidemment, ça, c'est la base. C'est-à-dire que moi, j'ai pas trop d'autre choix que de dire, la situation, elle est celle-là. Je peux pas inventer une trajectoire qui n'existe pas. Aujourd'hui, on n'est pas sur la trajectoire qu'il faudrait pour être à un niveau de réchauffement qui soit acceptable pour que l'humanité puisse continuer à vivre sur cette planète correctement. Donc, je peux pas te dire autre chose. C'est beaucoup plus facile, d'ailleurs, de dire ça aujourd'hui parce qu'il y a un tel consensus scientifique
d'une certaine manière, qu'on n'est pas du tout un journaliste partisan quand on dit ça. On est un journaliste qui fait son travail. Il y a 20 ans, c'était peut-être tout à fait différent. La deuxième chose, c'est sur l'optimisme. L'optimisme, c'est pas mon travail de journaliste. C'est-à-dire que moi, en tant que journaliste, je suis pas là pour donner du courage et de l'espoir aux gens. Par contre, le format dans lequel on travaille avec Chaleur Humaine, c'est un format dans lequel on essaye de réfléchir à cette question-là, c'est-à-dire en s'appuyant sur des éléments factuels, de séparer ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est souhaitable de faire, ce qui serait génial qu'on fasse, mais peut-être qu'on n'y arrivera jamais, pour essayer aussi de donner un optimisme, mais un optimisme d'une certaine manière assez pragmatique, c'est-à-dire ce que chez Gramsci on appelait l'optimisme de la volonté et le pessimisme de l'intelligence, c'est-à-dire d'une certaine manière, être optimiste sur ce qu'il est possible de faire, et en même temps être tout à fait rationnel et pragmatique sur les difficultés qui sont devant nous. J'ai l'impression d'entendre une citation de Gramsci tous les jours. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grande mode autour de Gramsci, mais c'est très bien. D'ailleurs, on le conseille aux auditeurs. Revenons sur votre rôle de journaliste. Quel est le rôle des médias finalement alors non pas dans l'information, là je vais aller sur un autre terrain, sur la désinformation climatique. Finalement, il y a deux types de manières de communiquer. Il y a donner l'information, mais il y a aussi énormément de services de fact-checking. Je pense à celui de Vrai ou Fake sur France Info, France 24 également. En a un, il y a les décodeurs chez vous au Monde. Qu'est-ce qui est le plus impactant? Est-ce que c'est aller donner une information ou alors essayer d'aller chercher des fake news et d'expliquer voilà pourquoi c'est faux? Les deux, mon général. C'est-à-dire qu'au fond, d'un point de vue journalistique, c'est à peu près la même chose. Le fact-checking, moi j'en ai fait longtemps avec les décodeurs. En réalité, c'est un outil qui permet aussi d'accéder à une partie du public par le biais de la vérification de l'information. Parce que c'est peut-être des questions que les gens se posent. Et donc s'ils se posent ces questions-là, peut-être c'est ces questions qui vont taper dans un moteur de recherche et qui vont tomber sur cet article-là. Parfois, dans le fact-checking, on va réutiliser des infos qui sont déjà dans d'autres articles, qu'on a déjà publiés, mais c'est pas grave. Le but, c'est que ce soit le plus pédago, le plus explicatif possible pour que les gens trouvent leur réponse. La difficulté, on le voit bien, c'est que dans la vérification de l'information ou le fact-checking, en fait, on a du mal aussi à s'adresser aux gens qui sont les plus convaincus de choses complètement fausses. On convainc pas quelqu'un qui pense que la Terre est plate en lui disant, en lui montrant par A plus B que c'est faux et qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que non, la Terre n'est pas plate. Par contre, c'est important de continuer à le faire parce que ça donne des arguments aux autres, c'est-à-dire aux très nombreuses personnes qui peut-être se sont jamais posé telle ou telle question et qui peuvent se laisser convaincre par des discours parfois franchement faux, parfois complotistes, parfois manipulés par des entreprises ou des États qui ont des intérêts particuliers. Et donc, notre travail de journaliste, c'est de donner aux gens des éléments de compréhension. Ensuite, après, c'est la démocratie. Les gens, ils font ce qu'ils veulent de l'information, évidemment. Et quand vous rencontrez un ou une climato-sceptique, ou alors quand vous faites un article justement de vérification, de fact-checking, est-ce que vous appliquez ce qu'on appelle la loi de Brandolini, c'est-à-dire calculer en gros l'énergie que ça va vous prendre de devoir le ou la convaincre et de vous dire, bon, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? Oui, absolument. En fait, j'essaye de mesurer, par exemple, dans les courriers que je reçois à l'adresse Chaleur Humaine, donc c'est chaleurhumaine@lemonde.fr. Donc il y a beaucoup de gens qui écrivent, et souvent il y a des gens qui ont des arguments qui sont inspirés de thèses climato-sceptiques, mais je vois bien que c'est plutôt des gens sincères, c'est plutôt des gens de bonne volonté, et donc à ceux-là je réponds volontiers, non pas pour les faire changer d'avis, mais pour essayer d'apporter des éléments. Je leur envoie des liens vers des articles scientifiques, vers des vidéos que je trouve pédago, bien faites, voilà, et d'ailleurs souvent les gens remercient derrière en disant merci, tout ça. Après, quand c'est des gens qui écrivent avec un discours franchement climato-sceptique qui en fait est très souvent le même copier-coller un peu qu'on voit toujours, là en général je m'embarrasse pas vraiment à répondre parce que je vois bien que c'est pas des gens que je vais convaincre avec un échange de mails, et que tant qu'à faire, je préfère utiliser mon énergie à autre chose. Oui, on perd pas de temps, c'est de la provocation. Alors que certains, même si c'est inspiré de thèses climato-sceptiques, ont réellement un questionnement en tête et sont prêts justement à écouter la thèse inverse. Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, alors ma question est volontairement provocatrice, hein, ne m'en voulez pas, est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, vous seriez prêt à recevoir un ou une climato-sceptique dans Chaleur Humaine ? Non, parce que en fait, Chaleur Humaine, c'est vraiment tourné autour de comment on fait face au changement climatique et à ses conséquences, c'est-à-dire comment on fait concrètement la transition. Et donc Chaleur Humaine, c'est pas vraiment un endroit dans lequel on débat de est-ce que le changement climatique ça existe ou pas, c'est l'étape un peu d'après. Le point de départ de Chaleur Humaine, c'est de dire voilà, la plupart des pays du monde se sont mis d'accord pour dire il faut qu'on atteigne la neutralité carbone, donc comment on fait pour faire cette trajectoire ? Et là-dessus, un climato-sceptique n'aurait pas forcément quelque chose à dire. Donc c'est pas une histoire de liberté d'expression, c'est plutôt que c'est pas vraiment le lieu pour avoir ce type de conversation.
Alors, dans une vie passée, j'ai été étudiant en journalisme. J'ai eu la chance d'étudier ce beau métier. Et peut-être pas le premier cours, mais le deuxième ou le troisième cours, on a commencé par me dire le journaliste doit d'abord s'informer avant d'informer. C'est une phrase qui trotte dans ma tête. Ça peut paraître extrêmement bateau et évident quand on l'entend comme ça, mais bon, c'est un mantra qu'on s'applique. Comment vous informez-vous, vous, en tant que journaliste ? Je lis énormément. Moi, je regarde pas beaucoup la télévision, mais j'y lis énormément la presse, Le Monde évidemment, mais aussi beaucoup de nos confrères. Je reçois beaucoup de newsletters spécialisés, comme j'ai couvert l'énergie pendant plusieurs années. En fait, c'est une grosse source d'information pour moi, les newsletters spécialisés sur l'énergie, parce que j'ai des petites passions sur le gaz naturel liquéfié ou ce genre de trucs que je continue de suivre. C'est pas une passion commune, ça. Voilà, chacun ses problèmes. Et puis, j'écoute beaucoup de podcasts aussi, de fait, parce que aussi pour m'informer sur les sujets sur lesquels j'invite des gens, en fait, c'est aussi agréable de voir comment ils parlent, comment ils défendent leurs idées, tout ça. Et puis, surtout, je discute avec beaucoup de gens. C'est-à-dire que des fois, avant un épisode, je vais échanger avec 3, 4, 5 personnes différentes sur ce thème-là pour pouvoir m'informer. Souvent, ces gens vont me recommander d'autres personnes ou vont me recommander des lectures. Voilà, je lis beaucoup de livres aussi. Mon bureau en est plein. Voilà, donc j'essaye de diversifier un maximum mes sources d'informations sur ces sujets-là. Après, je ne suis que journaliste, donc je ne peux pas être spécialiste de tout. Je sais que ma mission à moi, c'est d'abord de bien comprendre les bases pour pouvoir faire ce travail d'interface entre des gens que je vais recevoir qui ont beaucoup de connaissances sur le sujet, mais qui n'ont pas toujours la facilité à bien l'expliquer au plus grand nombre. Et puis, les auditrices et les auditeurs de Chaleur Humaine, qui sont plutôt des gens qui sont réceptifs, mais qui ont besoin aussi d'être, non pas pris par la main, mais accompagnés dans la compréhension de ces sujets-là. Alors, je vous conseille d'écouter notre épisode avec Eva Morel, cofondatrice de Quota Climat, parce que je lui ai posé la question justement comment bien s'informer sur le climat. Je pense que la réponse va vous plaire. Je vous laisserai écouter, ça concerne votre rédaction. Et le fait de s'informer et justement de rencontrer beaucoup de monde comme ça vous permet aussi de juger de la crédibilité, de la légitimité d'un ou d'une invitée que vous avez reçue. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes peut-être sur des propos qui ont été tenus et justement ensuite vous avez vérifié derrière et vous dites qu'il y a quelque chose que je sens pas là-dedans? Oui, très souvent, pas tant parce que les gens essaieraient de nous tromper, mais aussi parce que dans une conversation qu'on a comme ça dans un studio, c'est un enregistrement d'1 heure. Alors, des fois, les gens d'abord peuvent se tromper sur des chiffres, ils peuvent s'emballer un peu dans la conversation, ou ce qui arrive souvent, sortir un peu de leur champ de compétences et venir parler d'un sujet qui n'est pas exactement le leur. Et donc là, nous, soit, d'abord on vérifie les chiffres, les données, voilà. Si ça va pas, on rappelle l'invité en lui disant, voilà, là on a une interrogation là-dessus. Et puis, parfois, si on trouve aussi que ça sort trop de son champ de compétences, on coupe au montage et on dit voilà, en fait ça c'est pas de ça dont on voulait parler dans cet épisode, donc ça peut s'en aller. Mais oui, bien sûr, on considère que on est aussi responsable de ce que disent les invités. On n'est pas là dans un format d'émission comme une matinale de radio politique où un invité va venir défendre son bout de gras. On essaye de faire en sorte d'avoir une bibliothèque d'épisodes dans lesquels les gens peuvent s'informer de la meilleure manière possible sur ces sujets-là. Et donc, on ne veut pas qu'il y ait de bêtises qui soient dites. Et donc, il est arrivé parfois qu'il y ait des imprécisions. On essaye de les corriger le plus rapidement possible pour faire en sorte justement que ça ne reste pas. Alors, vous parlez de ces médias. Donc, il y a les médias traditionnels qu'on dit, Le Monde, Les Échos, Le Figaro, etc. Il y a aussi des médias très spécialisés. Je pense notamment à Vers le Média, qui a lancé un crowdfunding récemment pour lancer un média dans le média qui s'appelle Chaleur Actuelle. Donc, ils ont fait un crowdfunding qui a extrêmement bien marché, gros carton, ils ont levé plus de 200 000 € et ils ont pu recruter ou en tout cas lancer une fiche de recrutement pour avoir un ou une journaliste uniquement dédiée à la lutte contre la désinformation de l'extrême droite. Et est-ce que finalement, alors lutter contre la désinformation, ça je pense qu'il n'y a pas de sujet, le fait de mener un combat politique, est-ce que ça n'entretient pas un peu cette espèce de mythe que peuvent avoir les gens extérieurs du monde de journalistes d'un entre-soi ? Je sais pas, moi, faut poser la question aux gens de Vers le Média. Moi, je trouve très, très bien que Vers le Média, Reporter, les médias spécialisés qui travaillent sur ces questions-là existent et soient particulièrement actifs en ce moment. Il y a une complémentarité entre les différents médias. Au Monde, évidemment, on a un traitement qui n'est pas le même que celui de Vers, qui n'a pas le même que celui de Mediapart ou du Parisien ou de France Télévisions. Mais en fait, c'est cette diversité-là, on peut parler de la biodiversité des médias d'une certaine manière, qui fait que voilà, il y a des approches qui sont différentes. Vers a sa propre approche
et y compris vis-à-vis de l'extrême droite. Évidemment, nous, on n'a pas exactement la même approche parce qu'on est un média aussi plus généraliste qui traite aussi ces questions-là avec des journalistes qui sont spécialisés dans le suivi de l'extrême droite, qui suivent ces questions-là depuis très longtemps. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas opposer les démarches. C'est des démarches qui sont plutôt complémentaires. Et puis moi, il y a des choses que je lis avec lesquelles je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais finalement, peu importe. Ce qui importe, c'est que les lectrices et les lecteurs puissent avoir accès à une diversité de contenus dans lesquels ils puissent piocher des choses intéressantes pour s'émanciper intellectuellement. La pluralité, et bien sûr, et d'ailleurs j'incite tous nos auditeurs également à lire, que ce soit Vert, Reporter, etc., Le Monde, voilà, qui font aussi des sujets. Alors certes, il y a des brefs, mais il y a aussi des sujets très longs, des sujets très fouillés d'informations qui permettent d'aller un peu plus loin dans le débat. En parlant de débat, vous faites, vous, des conférences, vous faites des débats, vous en avez d'ailleurs donné un dans la plus belle ville des Hauts-de-Seine, en septembre ou octobre de 2024. Lorsque vous donnez des conférences, donc il y a une communication qui se fait autour de ça, Nabil Wakim vient dans votre commune, Nabil Wakim vient parler avec vous. Quand vous venez dans ces salles, est-ce que vous avez l'impression que vous élargissez la bulle ou alors c'est des gens qui vous connaissent déjà ? En fait, ça dépend beaucoup des endroits et des situations. Mais en général, non, les gens ne connaissent pas forcément, ils viennent plutôt parce qu'ils sont intéressés par le sujet, mais je vois bien dans les questions qui sont posées que ça ne draine pas nécessairement que des convaincus, qu'il y a en tout cas des gens qui ont des expériences qui sont assez différentes et qu'il y a une curiosité qui est assez transversale, qui concerne des gens de différentes générations, dans des territoires qui sont assez différents, et ça reste vrai, je pense même encore aujourd'hui, où on a l'impression qu'il peut y avoir une forme de recul sur ces questions environnementales. En réalité, dans la population française, je pense que beaucoup de gens continuent d'avoir de l'intérêt et des questions sur ces sujets-là. Et donc, moi, souvent, je viens plutôt dans ces débats-là ou dans ces conférences-là comme quelqu'un qui vient plutôt répondre aussi à des questions. Et donc, j'espère que j'arrive à faire ça. Mais surtout, je vois bien dans la variété des questions qui sont posées qu'en fait, c'est loin d'attirer que des gens qui sont déjà convaincus. Entre les premières conférences que vous avez données et aujourd'hui, vous avez vu une évolution du public, une évolution peut-être des connaissances du public ? Alors, je ne fais pas ça depuis assez longtemps pour me rendre compte de ça, mais pour en avoir parlé avec des gens comme des climatologues, comme Valérie Masson-Delmotte ou Christophe Cassou, ou avec l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, qui font ça depuis longtemps, oui, eux, ce qu'ils voient, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une meilleure compréhension de ce qu'est le changement climatique. Ça, c'est clair, et du fait qu'il existe et qu'il est causé par les activités humaines. Voilà, les gens comprennent pas forcément tous les détails, mais il faut dire aussi que c'est compliqué. Voilà. Ce qui, par contre, ce sur quoi il n'y a pas de consensus, c'est ce qu'il faudrait faire. Et donc là, évidemment, il y a des niveaux de connaissances qui sont extrêmement différents selon les gens, et c'est bien normal parce qu'en fait, ça concerne tellement de choses différentes que aussi quand des événements d'actualité se produisent, par exemple des manifestations d'agriculteurs, en fait ça fait remonter le sujet de la transition agricole sur le dessus de la pile, et là les gens se disent, je sais pas, des gens qui s'étaient intéressés à la transition énergétique se disent, ah mais en fait je connais rien à l'agriculture, voilà, donc c'est aussi qu'il y a beaucoup de dimensions dans ce sujet-là, et que très peu de gens en fait en comprennent toutes les dimensions, et certainement pas moi non plus d'ailleurs. Lors de la conférence à laquelle je faisais référence fin 2024, vous avez évoqué l'Inflation Reduction Act. Et je dois avouer que ça m'a fait énormément réfléchir parce que vous l'avez pris comme exemple, comme manière de parler du climat sans trop parler de climat. Parce que finalement, l'Inflation Reduction Act, donc pour ceux qui nous écoutent, donc c'est la grande politique anti-inflation américaine lancée par Joe Biden. Et finalement, c'est un petit peu une politique écologique qui ne dit pas son nom. Il y a énormément de crédits pour les renouvelables, pour la rénovation des bâtiments, etc. Mais c'est sous couvert d'un plan de réduction de l'inflation. Est-ce que finalement, aujourd'hui, pour ne pas trop braquer face à ce qu'on appelle le backlash ESG américain qui vient en Europe, la meilleure manière de parler de climat, c'est de ne pas prononcer le mot climat? Honnêtement, j'en sais rien parce que le bilan qu'on peut tirer du plan climat de Joe Biden, il est évidemment assez amer puisque l'élection de Donald Trump et le fait que les républicains américains sont en train de détruire à marche forcée ce qui avait été acquis non pas simplement au cours des 4 dernières années mais même au cours des 25 dernières années aux États-Unis, en fait on se demande si du coup cette stratégie elle était si bonne que ça, parce qu'en fait ça n'a pas non plus forcément convaincu les électeurs américains de voter pour Joe Biden, donc c'est difficile d'en tirer des leçons. Je crois que ce qui compte d'abord, c'est de dire est-ce que les politiques climatiques qui sont menées, elles ont un impact positif pour la vie des gens ? C'est-à-dire, beaucoup de gens sont d'accord avec le fait qu'il faut faire des efforts pour faire face au changement climatique, mais ils sont réticents au fait que ça ait un impact négatif sur leur vie.
ce qu'on peut comprendre. Et donc la question qui se pose aux politiques publiques, c'est de dire comment on trouve ce bon équilibre-là entre les efforts qui sont à fournir, y compris des efforts sur le plan financier, et l'accompagnement qu'on donne pour rendre ça non seulement acceptable, mais aussi désirable pour un certain nombre de gens. Et on voit que c'est une des difficultés pour un certain nombre de politiques climatiques, c'est que soit elles apparaissent comme trop peu désirables, augmenter la taxe carbone par exemple sur l'essence, du coup ça veut dire que l'essence coûte plus cher, ça les gens ils trouvent ça pas terrible, soit elles apparaissent comme trop coûteuses. L'exemple qu'on pourrait donner c'est en 2024 la tentative d'avoir un leasing sur les véhicules électriques qui soit subventionné assez fortement. Pour 100 € par mois vous avez un véhicule électrique pour les personnes les plus modestes. Ça par exemple c'est assez plébiscité par les gens, mais on a arrêté au bout d'un mois parce qu'on a dit ça coûte trop cher. Et donc il y a cet équilibre là qu'il faut trouver en disant mener des politiques climatiques qui soient aussi perçues par le plus grand nombre comme des choses qui nous améliorent notre vie. C'est le problème de la complexité de la mise en place de ces solutions. J'aimerais justement terminer cette partie d'émission sur les solutions. Vous avez lancé fin 2024 le Festival des idées, justement de Chaleur Humaine. C'était au Théâtre de la Ville à Paris. Vous avez réinvité 10 invités du podcast sur la scène de ce théâtre, justement pour donner une idée chacun sur comment justement accélérer cette transition climatique. Déjà, parmi ces idées, elles ont été prononcées. Ensuite, dans la mise en place, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que les pouvoirs publics lisent Le Monde, donc je suppose qu'il y a bien forcément un ou deux décideurs par-ci par-là qui est tombé sur ces idées. Et est-ce que vous avez ce rôle de courroie de transmission, comme disait Jean Jouzel, mais derrière, est-ce que vous vous intéressez quand même aussi à la mise en place de ces idées ? Oui, alors mise en place, c'est beaucoup dire, ça serait vraiment nous faire beaucoup d'honneur, mais oui, je vois bien qu'en tout cas, parmi les responsables politiques ou des dirigeants économiques, il y a des gens qui y sont sensibles et qui donc des fois écrivent en disant tiens, ça j'ai trouvé que c'était intéressant, ou j'ai trouvé que c'était une bonne idée mais qu'elle était prononcée d'une manière qui n'était pas du tout réaliste, mais du coup ça enclenche la discussion. L'idée pour nous, c'est moins de dire voilà les idées qu'il faut appliquer directement, allez-y, c'est de faire avancer le débat et de dire regardez, on met des idées au pot commun de la discussion collective, et des gens ensuite peuvent s'en saisir, ils en feront peut-être autre chose. Ça, c'est pas notre travail de journaliste à nous. Notre boulot, c'est d'essayer de participer, avoir un débat public de bonne qualité sur ces questions-là. Et moi, je me dis, en soumettant des idées au plus grand nombre, ça participe peut-être à ce que des gens puissent s'en saisir et essayer d'en faire quelque chose. Et dans le courrier des lecteurs, ou alors par mail, SMS, ce que vous voulez, vous avez des messages de personnalités politiques qui vous disent « Ah tiens, j'ai écouté votre podcast » ou alors « J'ai lu votre idée, j'ai vu le festival, ça c'est pas mal, on pourrait en faire quelque chose ?» Pas forcément formulé comme ça, mais par exemple, il y a quelque temps, j'avais proposé l'idée d'un service public de l'urgence climatique en disant, il faudrait un service pour accompagner les rénovations thermiques des bâtiments, les changements de mobilité. On voit bien qu'il y a un chaînon manquant. Et là, un certain nombre, par exemple, de conseillers ministériels ou d'attachés parlementaires, d'assistants parlementaires m'avaient écrit en me disant, tiens, ça nous intéresse, on aimerait bien discuter de cette idée-là. Évidemment, ça ne débouche pas forcément sur quelque chose, mais je sais aussi qu'un certain nombre d'invités de Chaleur Humaine sont ensuite contactés par des politiques, alors soit de gouvernement, soit d'opposition, pour être écoutés. C'était notamment le cas, par exemple, du cabinet de Stanislas Guerini, quand il était ministre de la fonction publique. Il avait lancé un grand plan de formation à destination des agents publics, et je sais, parce qu'il me l'avait dit, un certain nombre de gens qui avaient été invités dans Chaleur Humaine avaient été un peu auditionnés pour voir comment ça pouvait être mis en place. Donc voilà, c'est pas évidemment pas Chaleur Humaine en soi qui permet tout ça, c'est plutôt un écosystème, et l'idée aussi de répéter un certain nombre de messages, de donner de la visibilité aussi à des gens qui travaillent et qui ont des idées. Ça oui, j'espère que ça aide à avancer dans la bonne direction. Et parmi toutes ces idées, toutes ces solutions que vous avez entendues, est-ce qu'il y en a une ou deux comme ça qui vous paraissent faciles, accessibles économiquement et aussi dans l'acceptabilité ? Vous l'avez mentionné, l'acceptabilité, c'est extrêmement important. Quelque chose où quand vous avez enregistré ou lu, vous vous êtes dit mais ça il faut le faire demain, là. C'est urgent. En fait, je vais revenir sur mon idée de service public parce qu'en fait, évidemment, c'est pas facile à mettre en place, mais il me semble que c'est vraiment le chaînon manquant. C'est-à-dire, les politiques climatiques sont compliquées à mettre en place. Voilà, c'est compliqué, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et donc, en fait, il faut un tiers de confiance pour que les particuliers, les entreprises puissent être accompagnées pour le faire par des gens qui vont les aider à trouver les bons entrepreneurs, qui vont leur dire à quelles subventions ils ont droit, qui vont leur dire quel véhicule leur convient, qui vont les aider. Voilà, c'est comme si vous aviez c'est comme la
appel à un ami donc qui veut gagner des millions. Voilà, en fait, voilà, il faudrait que cet ami, en fait, il puisse être incarné. Alors, je sais pas si c'est les collectivités locales, si c'est l'État, si c'est une association, mais en tout cas, il manque un acteur qui puisse être ce tiers de confiance, qui puisse accompagner les uns et les autres dans la transition et les aiguillonner, parce qu'en fait, sinon, c'est trop difficile pour les acteurs, que ce soit des acteurs économiques ou des particuliers, parfois les collectivités locales, de prendre seul un certain nombre de décisions informées. Et donc, de ce qui ressort pour moi de beaucoup d'entretiens et de beaucoup de discussions, je vois bien que sur beaucoup de sujets, ça fait partie des briques manquantes. J'aimerais que l'on termine cette émission sur une note sucrée. Je ne sais pas si vous avez pu écouter les premiers épisodes de Comment est votre climat, mais chaque épisode se termine avec une petite note sucrée, puisque je vais vous poser 2 questions. La première, c'est, au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi vous ne pourriez absolument pas vous passer ? Et la deuxième, c'est l'inverse, de quoi seriez-vous prêt à vous passer ? Quelque chose auquel vous tenez, hein. Je veux pas entendre le truc, voilà, j'ai pris mon tote bag au supermarché. Non, ça ne fonctionne pas. Quelque chose auquel vous tenez. Et donc moi, la réponse à la première question, de quoi je ne pourrais absolument pas me passer, c'est une part de flan. Donc j'ai calculé l'empreinte carbone du flan au gramme près. J'arrive à 75 kg de CO2 par an quand même, en mangeant 2-3 par semaine. Donc bon, sur un bilan de 2 tonnes annuel, c'est pas négligeable. Donc je vous ai apporté une petite part de flan. Voilà. Merci beaucoup. J'ai apporté une petite part de flan. Alors, je me suis fixé une règle, c'est que, alors, je suis un peu traditionnel, si ce n'est même très conservateur sur le flan. Je ne mange que du flan à la vanille, et en fait, là, il était tellement beau, j'en ai pris un à la vanille et un à la noisette. Voilà, ils étaient magnifiques. Donc, je vous propose que l'on réponde à cette question autour de cette petite part de flan, qui a l'air de beaucoup vous plaire. Ils sont magnifiques, c'est très difficile de se concentrer du coup. Puisqu'on parle de nourriture, s'il y a bien une chose à laquelle j'ai du mal à renoncer, c'est le chocolat. Alors, j'ai depuis travaillé un peu sur l'impact carbone du chocolat et je me suis rendu compte qu'en fait, ça dépendait beaucoup de la provenance du chocolat. Et donc, en fait, il vaut mieux prendre du chocolat du Pérou que de Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup moins de déforestation en Amérique latine qu'en Afrique subsaharienne. Ah, c'est paradoxal. Pourtant, géographiquement, c'est beaucoup plus loin. Ouais, mais en fait, ce qui pèse dans l'impact carbone, c'est pas le transport, c'est la déforestation. Ah oui. Massivement, de très très loin. Et donc voilà, mais malgré tout, bon voilà, si je devais renoncer à quelque chose, si on me disait il faut renoncer au chocolat, bon ça j'aurais vraiment beaucoup de mal. Ah oui. Et pourtant dans Chaleur Humaine, vous parlez énormément de gastronomie, de nourriture. On sent que c'est quelque chose. C'est très important pour moi parce que je suis et lyonnais et libanais, donc en fait je suis constitué de 2 cultures gastronomiques très très avancées, probablement parmi les meilleures du monde en toute objectivité. Je plus sois, je suis entièrement d'accord avec vous. Et par contre, puisqu'on parle de nourriture, renoncer à la viande de bœuf par exemple, en fait je pensais que ça serait extrêmement difficile et en réalité j'en mange quasiment plus. Je sais pas quand est-ce que ça m'est arrivé la dernière fois. C'est vraiment très très rare et en fait moi qui ai longtemps été un carnivore qui se posait pas beaucoup de questions, maintenant je me rends compte que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et même ça m'intéresse plus beaucoup et donc en fait je pensais que ça serait impossible et finalement ça se révèle pas si difficile que ça. Oui, parce que finalement la viande de bœuf, alors moi j'ai remarqué surtout la viande hachée, surtout une affaire de texture, quand on mange des hamburgers, des choses comme ça finalement, et quand on remplace par des alternatives végétales, finalement on a des goûts vraiment exceptionnels. Donc ça, vous avez répondu à la première question. Et la deuxième, de quoi vous ne pourriez absolument pas vous passer ? Ah, le chocolat. Ah, le chocolat. D'accord. Pardon, j'ai répondu à l'envers. J'avais compris que le chocolat, vous pourriez vous en... Non, ce dont je peux me passer assez facilement, je pense, c'est la viande de bœuf, alors que j'en ai beaucoup mangé à une époque. Le chocolat, je pourrais pas m'en passer. Alors ça, c'est vraiment trop difficile. Une tablette de chocolat noir, c'est vraiment difficile si j'en ai pas vraiment, là je descends au magasin pour en acheter, je pense. Ah oui, non, ça m'étonnait aussi quand même qu'un invité me dise oui, le chocolat bien sûr, je m'en passais. Non, ça c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Eh bien, merci beaucoup Nabil Wakim. Eh bien, on va se manger cette petite part de flan tranquillement pour fêter ce dont on ne veut pas se passer au nom de la transition climatique. Merci beaucoup de m'avoir reçu au sein de la rédaction du Monde et j'incite tous nos auditeurs à écouter votre podcast Chaleur Humaine et à vous procurer également le livre. Merci Nabil Wakim. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous n'avez pas encore écouté les précédents, vous pouvez les retrouver sur votre plateforme de streaming préférée. Pour soutenir l'émission, c'est simple, le meilleur moyen c'est d'en parler autour de vous et de la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également la noter sur Spotify et Apple Podcast.
Comme d'habitude, je vous retrouve dans 2 semaines pour évoquer un nouvel aspect de la transition climatique le plus concrètement possible. Alors encore merci pour votre fidélité et à très vite.